Impacts sociaux des barrages dans les vallées latérales. Avec 3 personnes qui se sont passionnées pour aller observer sur le terrain l'impact des barrages, 3 personnes qui ont un rapport particulier avec le Valais. Je n'y avais pas pensé, mais les propos philosophiques de nos 2 dames, particulièrement bien adaptés à ce que nous allons aborder, me fait penser que Madame André Fauchère, qui vient sauf erreur de Genève, mais non, qui est enracinée dans le Val d'Airain, des Volaines. Ah, je croyais que vous y étiez, vous aviez une origine. Non, j'habite Evolaine, je suis évolénarde. Ça marche. J'habite Evolaine, je suis évolénarde et je mourrai évolénarde. Et peut-être que je me réincarnerai évolénarde. C'est à voir. Alors, je vais continuer dans les fausses indications avec Elisabeth Joris, nom bien valaisan, mais qui vit à Zurich, avec un intérêt particulier pour le Valais. Là, je suis juste. Entre autres. Et Marie-France Vouillot-Burnier, valaisanne par Vouillot, veuvezanne par Burnier, qui travaille beaucoup sur le Valais. On y reviendra. Hier, nous avons abordé la question de l'hydroélectricité en accentuant ses impacts sur le bouleversement géographique et socio-économique, qui était presque une parenthèse dans les débats techniques de la journée. Pour rappel, avec Emmanuel Reynard, nous avons vu l'impact environnemental des barrages à l'échelle des montagnes, comme si un entrepreneur voulait recommencer le monde, disait Maurice Chapa. Il nous a aussi montré l'influence des barrages sur les paysages, en particulier avec le changement des débits. Pour Jean Pralon, qui faisait partie de cette table ronde, il fallait prendre un peu de recul et voir les choses de plus haut et considérer le Valais plaine et montagne comme une entité solidaire. Pour cela, il lui suffit de parler d'industrie hydraulique, car les barrages et les aménagements hydroélectriques ont été déterminants pour le développement industriel et économique. C'est aussi sur ce terrain-là que Myriam Eveco a travaillé. Elle a examiné l'impact des barrages sur le développement économique du Valais. Il en est ressorti l'idée de 2 périodes, avant et après les années 1930-40. Dans un premier temps, l'électricité doit être exploitée sur place, puis par les grandes industries, puis la production va se tourner vers l'exportation. Tout ceci pour rappeler et nous éviter de revenir sur ces questions-là qui ont été abordées, un peu à l'échelle du Valais de la macroéconomie, alors qu'aujourd'hui, avec nos 3 personnes, nous allons aller beaucoup plus près des gens, beaucoup plus près de la société, beaucoup plus près de l'histoire. Et il se trouve que nous allons aussi braquer nos regards sur une région particulière qui est la vallée, ou les vallées latérales, puisque c'est le thème de notre partie. Et ces vallées latérales, c'est essentiellement les grands barrages du sud du Valais, depuis, je dirais, le Val d'Anniviers jusqu'au Val de Bagne, que vous voyez ici sur cette carte, donc élaborée en 1945, où le service de l'énergie de la Confédération essayait de déterminer quelles étaient les potentialités du Valais.
Aujourd'hui, je vous remontre aussi cette carte du Valais qui situe l'importance des régions qui vont être abordées par rapport à la production d'électricité. En noir, ce sont les premières installations, les premiers aménagements, et puis en violet, les derniers. Vous remarquez aussi une chose qui est peut-être paradoxale. On parle beaucoup de barrages et de vallées latérales, mais les lieux de production proprement dit sont situés en plaine. C'est assez normal puisque nous travaillons sur des questions de chute. Alors ça, c'est la première chute. La deuxième va consister à voir avec Madame André Frocher, écrivain, concrètement, quels sont les changements dans l'économie locale que vous avez perçus en travaillant en particulier dans la région des Volaines et sur la fameuse fenêtre P4. Merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde d'être là et de participer à ce congrès magnifique. C'est vrai que je suis des Volaines, on ne peut pas changer les choses. Et j'aime cette vallée et je suis, en tant qu'écrivain, évidemment, toujours disposée à écouter et à comprendre pourquoi elle vit, cette vallée. Alors, j'aimerais vous faire un saut en arrière, disons dans les années 1946, et les images que vous avez montrées tout à l'heure se rapportent, puisque c'était sur la Forclaz, exactement à la vie que j'aurais voulu vous écrire, ça veut dire une vie complètement où les gens vivent en autarcie, où les femmes et les hommes ne s'occupent que de leur bétail et des champs et des foins, qu'il n'y a pas d'argent. Si on veut de l'argent, il faut descendre à pied à Sion pour aller vendre une bête ou une autre. Quand on peut la vendre, on ramène quelques sous. Quand on ne peut pas la vendre, on remonte avec les bêtes avec soi. Et donc, c'est une vie extrêmement difficile. Et en fait, on s'aperçoit que ces gens-là, à ce moment-là, ils ont une identité paysanne et ils ne voient pas du tout la ville ou l'extérieur comme étant comme si ça leur ressemblait. Ils voient les choses, quand on parle de Sion avec eux, ils ont l'impression que Sion, la vallée, ce sont des nantis. Un jour, dans les années 46 à 50, ils voient d'abord arriver les lignards. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié les images que vous avez montrées, parce que je voulais parler des lignards. C'était justement ces hommes qui suivaient, qui arrivaient avec des lignes pour poser l'électricité, puisqu'avant tout, avant même de mettre un chantier en place, il fallait mettre de l'électricité. Donc, on tirait la ligne avec soi. Et les Evelénards regardaient cette construction quand même avec appréhension. Mais il y avait eu avant ce que les Evelénards appellent, quand ils me parlaient, il y avait des mouchouches. Le mouchouche, c'est une personne qui vient de l'extérieur, qui est beau habillé. Et le mouchouche, il est intelligent, il est beau habillé, et il vient nous dire, bientôt, tu auras du travail. Bientôt, on va t'apporter des nouveautés. On va faire tes routes, on va te construire des maisons. L'Evelénard, à cette époque-là, il se dit, pourquoi pas? C'est un énorme changement. Il doit attendre. Et en 1951, les premiers ouvriers arrivent et c'est le chantier du P3 à Rolla qui se construit. Les Evelénards regardent. En 1952, c'est le chantier de Bertol avec la petite Vierge qui se construit. Les Evelénards regardent les ouvriers arriver, ne comprennent pas encore bien comment ça se passe et il faut encore attendre une année pour que cette fois-ci, le chantier de Bricola, en dessus de la Forclaz, sous la Dent Blanche, se construise et on l'appelle le chantier des Evelénards. C'est à ce moment-là que les contremaîtres ouvrent le travail aux gens du pays. Et alors, on peut écouter ces gens. Ils racontent. Quand je suis allée me présenter, j'ai mis mes beaux habits. Et quand je suis arrivée vers le contremaître, il s'est moqué. Il a dit, il va te changer, tu ne peux pas aller sur le chantier comme ça. Mais moi, j'étais respectueux. J'allais avoir du travail. Le travail à Bricola consistait à quoi? À monter dans une benne d'un téléphérique, se cacher, se recroqueviller dans la benne pour ne pas tomber, arriver en haut, 200 personnes,
et vivre le froid, la peur. C'est quoi le travail? Le travail, c'est quelque chose qui ne nous permet plus d'employer des mots comme la peur, la fatigue, l'inquiétude, la séparation. Le travail, c'est nous donner la permission et le droit d'être des hommes. Et là, quand l'ancien m'a dit ça, je lui ai dit « Comment? Pourquoi tu dis ça ?» Il a dit « Parce que les hommes, les mouchouches, ils gagnent des sous. Et moi, pour la première fois dans le chantier, j'ai gagné des sous avec ma force, non pas avec la paysannerie qui est dans le fond mon état naturel d'être. » Et c'était quelque chose qui a fait un changement énorme parce que ça a basculé complètement la vie. Les hommes sont partis travailler, les femmes sont restées, elles sont occupées de la campagne, de la maison, des enfants. Mais le monsieur, quand il rentrait à la maison, tous les 2 semaines à peu près, ils avaient l'obligation de descendre à la messe à Evelyn le dimanche. Et le chef de chantier les attendait. Et l'ancien m'a raconté, on sortait de la messe, on était inquiets, on était beau habillés. Et quand on passait devant le chef de chantier, il nous remettait une enveloppe. On ne savait pas ce qu'on avait gagné. Il nous remettait une enveloppe et il nous faisait de la tête. Ça voulait dire, demain, on t'attend au chantier. Et c'est la révolution dans le pays d'Evelyn. Les enveloppes ne sont pas dépensées, elles sont mises de côté. Avec l'apport de cet argent, on construit les chalets. On augmente dans le fond, tout à coup, on va acheter une vache de plus, 2 vaches, on va acheter du matériel. On ne va pas dépenser pour soi, on ne va pas s'acheter des belles chaussures ou des beaux habits. La vie change. Le rapport à la vie sociale, à la vie, je dirais, à la vie en général est totalement différent. Et ce changement qui est tellement important fait que on voit dans le questionnement que j'ai, moi, avec ces gens, c'est que tout à coup, ils ont l'impression de faire partie du monde actif qui n'est pas seulement dans leur vallée ou leur village, mais ils font partie d'un monde actif général. Ça veut dire qu'ils osent aujourd'hui aller en ville, ils osent être des hommes. Et ça, c'est très important, cette notion qu'ils avaient, parce qu'ils faisaient un travail extrêmement difficile, ils avaient la fierté, ils avaient la certitude d'être devenus quelqu'un. Et quand on leur disait « tu verras, ça ira mieux dans quelques années », ils étaient complètement dans l'inconnu. Ils vivaient ce que nos 2 personnes ont dit tout à l'heure, dans le temps présent. Leur vie avait changé. Ici, maintenant, présentement, c'était là qu'ils avaient du bonheur parce qu'on leur promettait un Eldorado pour dans 20 ou 30 ans, quand les choses auraient changé, quand l'électricité allait devenir vraiment extrêmement courante, quand on devra l'utiliser, la vendre et la racheter. Et puis encore, je me souviens d'Euphémie, il y a très longtemps en arrière, j'ai fait un livre avec elle, elle a dit « Papa, un jour, a convoqué toute la famille, il a dit « Il faut venir à la cuisine, ce soir, c'est la fête. » On a convoqué tout le monde, parce qu'il y a un miracle qui arrive. Donc, elle s'est trouvée dans la famille, et à une heure précise, le père a montré un bouton, et il a dit « On va prier. » Ils ont prié, et Euphémie a dit « Papa a tourné le bouton, et l'électricité est arrivée. » Et les femmes sont tombées à genoux, se sont signées. C'est incroyable, c'est du miracle. La vie aujourd'hui est différente. On passe de rien à tout. On illumine nos maisons, on illumine la vie. On peut travailler, on peut faire des choses. Et ce regard que ces hommes avaient, moi quand j'ai écrit le livre « Les hommes du P4 », chez ces gens qui avaient au-delà de 80 ans, j'ai retrouvé la même lumière et j'ai compris que finalement, nous, à Evelyn, on n'avait pas le barrage proprement dit, mais nous avons les tunnels, les conduits, nous avons le grand collecteur. Vous avez entendu, j'ai dit « nous avons ».
parce que ces gens-là, quand j'ai parlé avec eux, avec Martial ou avec d'autres gens, ils disent notre collecteur est de cette façon, c'est leur identité. C'est leur identité de la terre. Et aujourd'hui, ils sont un tout petit peu comme ça, pas très à l'aise avec toutes les conversations et tout ce que les barrages soulèvent, parce qu'aujourd'hui, ils appellent, dans le fond, sur une population de 1700 habitants dans la commune d'Evelen, un grand pourcentage de ces gens-là ont été des gens du barrage, des gens de GD, on les appelle comme ça, les gens de GD, mais il y en a encore beaucoup qui sont les gens de GD, et c'est une identité. Et cette identité-là, on ne peut pas leur enlever. On y reviendra. Des compléments du côté de Marie-France? Moi, c'est bon. C'est bon, comme ça. Merci. Pour moi, j'aimerais juste ajouter à ce qu'a dit Madame Fauchère quelques souvenirs du P4 qui m'ont été transmis par certains hommes d'Hérémence qui ont travaillé au P4 en 3 points. Le premier point, c'est le souvenir d'une vie de patachon, disait-il. Et qu'est-ce que c'était une vie de patachon? Eh bien, c'était une vie dans laquelle on travaillait 11 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est la première chose, les horaires de travail. La deuxième chose, c'est que le stress était tel, le travail était tellement dangereux, le stress était tel que les hommes, à la moindre contrariété, se tapaient dessus. Et c'était d'une grande violence. Et le troisième point, c'était l'absence de femmes dans ces chantiers. Et il disait, ce n'était pas une vie normale. Elisabeth? Oui, je voudrais ajouter encore qu'il y a eu un développement économique qui est typique pour le Valais, parce que par ces transformations et cette importance du secteur du bâtiment qui est venu du dehors pour la construction de ces barrages, le secteur du bâtiment en Valais est devenu vraiment primordial. Il a passé de 8,5% avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, par rapport au nombre des employés, à 30% et en certains districts jusqu'à 45%. C'était parce que ce n'était pas seulement la question des barrages. Là, il y avait les grandes entreprises de construction, mais il y a eu les routes, le développement, les nouvelles maisons par rapport à l'argent qui est venu. Et c'est juste à nos jours, c'est vraiment le bâtiment qui est économiquement, mais aussi politiquement, un des facteurs centraux du pays. Et ça a commencé, en somme, avec cette construction des barrages. Pas seulement dans la plaine, mais dans les vallées latérales elles-mêmes aussi. En plus, on en a parlé hier, c'est toute la modernité, vous en avez parlé aussi, qui est venue. Il y a eu cette séparation, les hommes dans les barrages et les femmes dans les villages, mais par la construction des routes, dans les années 60, il y a quand même eu le début de la formation des femmes. Avant, les femmes en Valais, c'était vraiment une très petite minorité qui allait dans les écoles normales, écoles de commerce, ou les formations dans les formations des femmes des vallées latérales. Et ça a commencé vraiment un changement fondamental parce qu'il y avait les routes, on pouvait passer aux écoles, à la formation aussi professionnelle. André, une réponse? Oui, je voudrais juste rajouter une anecdote. Quand j'ai fait ce livre du P4, il y a un mineur qui m'a raconté des anecdotes justement de ces hommes qui vivaient et qui travaillaient dans ces chantiers. Alors il disait, on avait quand même beaucoup d'Italiens, donc ils n'avaient pas beaucoup de familles sur le sol d'Evelen ou autre. Alors quand ils recevaient leur paye, ils descendaient à Sion avec le premier camion qu'ils trouvaient. Ils allaient dans un hôtel à Sion, la place du Midi, toujours le même. Ils mangeaient beaucoup, ils s'achetaient des vêtements et ils allaient trouver des prostituées. Ils dépensaient en quelques jours tout leur argent et on les retrouvait au bord de la route qui faisaient du stop, enfin qui essayaient de trouver des voitures, puis ils remontaient dans les chantiers et puis ils recommençaient leur vie de cette façon-là.
Alors ça, c'était pour cette anecdote, mais par exemple, il y a aussi des gens à Eberlen qui ont vu ce manège, qui se sont aperçus que dans le fond, les ouvriers qui n'avaient pas de famille, ils prenaient des voitures, ils prenaient même des taxis pour descendre à Sion parce qu'ils avaient des sous. Et alors, on a vu tout de suite des Eberlenards qui ont créé dans le fond, des petites sociétés de voiturage. Donc, ils se mettaient à disposition dans des chantiers. Au moment où les hommes avaient fini leurs 2 semaines ou leurs 3 semaines, ils pouvaient les transporter. Ils ont créé aussi des petits hôtels tout de suite. C'est là que se sont ouverts les petits restaurants, un maximum de restaurants, parce que les mineurs qui mangeaient quand même relativement bien au réfectoire, mais quand même, il leur manquait du vin et autre chose. Et dans la vallée, les restaurants se sont mis, dans le fond, à faire du bon manger et du bon boire, comme disait Euphémie. De cette façon-là, on les gardait sur place. C'était une économie extrêmement importante de pouvoir garder des centaines et des centaines de gens qui travaillaient dans la montagne, mais les conserver pas dans le pays des Volaines et quelque part de ne pas les laisser descendre jusqu'à Sion pour qu'ils dépensent leurs sous en bas. Donc, on trouvait des solutions pour les garder dans la vallée. Merci. Retour à Elisabeth pour les questions de relations du travail. Les barrages, la pratique des travaux sur les barrages, le mélange des ouvriers a fait aussi changer les rapports entre les ouvriers. Oui, je voudrais rappeler que dans les chantiers de montagne, pendant la grande épopée des barrages, il y a eu environ 8500 personnes au fond de ces vallées qui étaient occupées. Et plus d'un tiers, 3700, c'était des étrangers, bien plus que 90% de ces étrangers, c'était des Italiens. Oui, il y a toutes ces images de penser que les Italiens étaient descendus à Sion, qu'ils allaient au bordel. Ouais. Il y a toutes ces histoires. Moi, je me suis occupée beaucoup de l'histoire des grands chantiers, des grands tunnels. Il y a eu ces images toujours. Ça a commencé avec le Gothard en 1872, ça a continué jusqu'à la NEAT de nos jours. Mais effectivement, l'argent n'a été expensé très en petite partie en Suisse. Quand on voit ce qui a été envoyé en Italie du Sud, non. Oui, en Italie du Sud par les barrages et avant dans l'Italie du Nord par la poste. On peut reconstituer cela. C'était plus ou moins le 80% du revenu qui a été distribué. C'est-à-dire, et beaucoup a été dépensé sur les chantiers même. C'est à cause de ça. Et en plus, et cela, on l'oublie aussi, il y avait quand même des femmes, parce que toute l'infrastructure, des cantines, des dortoirs, etc., c'était ensemble des femmes. Et c'est depuis 1872, depuis le Gotha, c'est toujours aussi des femmes qui sont venues avec les Italiens eux-mêmes aussi. C'est-à-dire, il y a eu il y a tout un monde. Il y a cette photographie du Praflori que tu as montrée hier. On voit, c'est comme une ville qui se construit là, dans tous ces baraquements. Et là, il y a les gens de la vallée, il y a les gens de tout le Valais qui sont venus, du Haut-Valais, du Bas-Valais, et qui ont passé dans ces baraquements, parce que aussi les gens de la vallée ne pouvaient pas descendre, aussi de la vallée des Rémences, par exemple, ou dans les autres vallées latérales. Ils habitaient sur les chantiers à cause des longues heures de travail. Et pour cela, il y a eu toute une infrastructure, coiffeurs, films, il y a tout un monde, toute une infrastructure. Et ensemble, il y a souvent eu des infrastructures qui n'existaient ensemble pas encore. C'est beaucoup de choses qui sont arrivées de l'étranger, premièrement au fond des villages latéraux, aussi par rapport de la modernité, l'agent de la modernité.
c'est pas qu'on ne connaissait pas la modernité, parce qu'il faut quand même penser aussi à Evolène. Il y avait les grands, il y avait le tourisme, il y avait les Anglais qui sont venus depuis il y avait l'électricité quand même dans les hôtels, dans les grands hôtels. Il y a eu cette confrontation déjà avant. Et maintenant, il y a la confrontation avec des milliers d'hommes qui venaient de l'Italie du Sud. Et là, il y a eu, du point de vue du mouvement des ouvriers, de la politique aussi, il faut voir qu'il y a eu deux césures, comment on dit en français? Césure. Oui, deux césures. Et l'une, c'était, je prends l'exemple de la Dixence, la première Dixence, dans les années 30, qui a été construit, le premier mur. Et ce mur a été construit avec des pierres. Et pour ça, il fallait des Italiens spécialistes, Steinmetzen. Tailleur de pierre. Tailleur de pierre, oui. Et c'était les années de crise en même temps. Le Valais, le canton étaient intéressés que les Valaisans qui n'avaient perdu, aussi de la vallée, aussi le fond de la vallée, qui avaient perdu qui n'avaient pas de travail, salariés, et aussi les gens de l'agriculture, des hommes, trouvent des places de travail. Et là, il y a eu les premiers problèmes entre ouvriers italiens et ouvriers suisses. Et c'est là que le mouvement syndical en Suisse, en Valais, par rapport aux ouvriers, a lutté pour la première fois. Il y avait le des Bas-Valaisans, mais la figure la plus connue, c'était Charles Delbert, qui habitait d'abord à Brigue et après à Sierre. Ils ont organisé 6 ouvriers. Ils ont dit, premièrement, on veut un salaire de 10 à 20% de plus. Et en plus, on ne veut pas qu'on engage, et ça me rappelle la discussion d'aujourd'hui, des étrangers. On veut qu'on engage les gens d'ici. On veut seulement engager des étrangers quand c'est vraiment des spécialistes, les tailleurs de pierre, parce que les Valaisans ne savaient pas tailler les pierres comme les Italiens. Il y a eu ce premier conflit. Et il y a eu le conflit avec toutes les autorités politiques en Valais aussi qui s'y sont engagées dans cette lutte. Et à la fin, on a eu un compromis. Pour les syndicats, c'était vraiment un triomphe que pour la première fois sur le bâtiment, ils arrivaient à avoir une victoire. Mais les salaires, ils sont restés bas. Mais on a dit, ça ne va pas qu'on engage des Italiens avec des salaires dumping, c'est-à-dire qui payent moins. C'était ça la question. On veut que les Italiens y gagnent exactement la même chose. Toute la question de la concurrence des frontaliers aujourd'hui. Alors, il y a une discussion. Et on ose engager seulement, eh bien, s'il n'y a pas de Valaisans, pas de Suisses qui peuvent être engagés pour ces métiers. Mais, et ça, à cause de la césure, c'est l'État qui a dit on va contrôler sur les chantiers qui sont engagés à quelles conditions. Ça, le premier point. La première césure, c'est-à-dire les syndicats qui ont été pris comme partenaires en point de vue de la lutte. Deuxième césure, bien que Delbert il a dit il faut avoir de la solidarité avec les ouvriers étrangers, nous on est le prolétariat international, il n'y a pas de scission entre étrangers et ça, mais on est contre les Italiens si c'est les salaires dumping, oui, et s'ils ne remplacent pas les Valaisans. Mais il y a quand même eu, depuis là, pas seulement en Valais, mais dans tout le mouvement syndical, une xénophobie. Et cette xénophobie, elle a duré en somme dans les syndicats jusque dans les années, disons, Schwarzenbach 1970. Et c'était vraiment toujours la lutte aussi contre toutes les années 50, contre les Italiens. Ce n'était pas une sympathie, parce que c'était la concurrence étrangère. Et tout, c'est dans toute la Suisse, ce n'est pas un phénomène d'ici. Et sur le barrage, la grande Dixence maintenant, en continuant la lutte pour des augmentations de salaire et avant tout aussi pour des meilleurs logements. Résultat, c'est le Ritz.
l'hôtel Ritz. C'est-à-dire, parce qu'au début de la Grande Ixence, il y a eu aussi des logements vraiment... ils étaient même dans des écuries, mais ça, c'est des questions qu'on a aussi dans tous les grands chantiers de la Suisse. Ça commence vraiment au 19e siècle. Et là, on a gagné aussi que, du point de vue hygiénique, il faut avoir des douches, il faut avoir toutes ces questions-là, ont pu être réglées. Et là, en somme, au point de vue syndical suisse, on a commencé à dire il faut en lutter ensemble. C'est pas important s'ils sont italiens ou suisses, ils sont tous là-haut. Il faut pour tous avoir des meilleurs modèles de vie. C'est ça par rapport au monde. Une réaction ? Oui, je dirais que ça concerne vraiment la position des grands barrages, où les gens travaillent des milliers de gens qui travaillent sur les grands barrages. Dans la région des Volènes, c'est un petit peu différent dans le sens qu'on a des points de travail. Par exemple, Bertol, il y a 200 personnes. Le P3, qui est en dessous d'Arola, il y a 200 personnes. Bricola, il y a aussi à peu près 200 personnes. Donc, chaque fois, on construit une structure d'accueil. La plus grande structure d'accueil, c'est quand même celle du P8, sous la Vierge. Et là, il y a un vrai village. Il y a une salle où on fait de la musique, où on joue du théâtre, où on passe des films, où on se raconte des histoires, où est créée la première fois la chanson « Le cœur d'homme des Volènes », c'est créé là, la chanson des mineurs. Il y a vraiment un magasin, il y a vraiment des gens qui font du sport, on accompagne les mineurs qui rentrent. Donc c'est un vrai village avec la messe, le curé monte donner la messe dans ces villages. Dans les autres, un petit peu moins, mais c'est une autre structure. Et surtout, on s'aperçoit que pour éviter les problèmes de salaire et autres, on met en place à Evelen des tâches. Ça veut dire que le responsable du chantier, par exemple, d'une structure dans le grand collecteur, va mettre en concurrence, il va dire, voilà, il y a le puits numéro 3 à construire, et il y a des gens d'Evelen qui ne sont pas du tout armés pour être, on pourrait dire, des entrepreneurs qui vont prendre la charge du puits numéro X, qui va être profond de 30 mètres, et c'est eux qui vont vraiment gérer. Alors on va dire, ce puits-là, il vaut tant d'argent, est-ce que tu es d'accord? Donc la personne prend la charge de ce puits et va, dans le fond, va engager du personnel autour de lui et lui-même payer. Donc il y a quelques-uns à Evelen qui se font un peu plus d'argent parce qu'ils deviennent des contremaîtres sans lettres, mais ils engagent autour d'eux des gens de leur famille, etc. Donc, c'est un petit peu différent dans le sens qu'on n'a pas une très grande structure, on est plutôt dans un endroit où on est en altitude. Il faut savoir que c'est aussi 2400 mètres, et donc il faut y aller là-haut, et les hommes ne redescendent pas facilement de leur coin. Marie-France ? Moi, j'aimerais juste revenir sur le problème de la migration dont vous avez parlé, parce que c'est extrêmement important, effectivement, dans la construction de ce barrage. Et j'aimerais surtout dire que dans les études que j'ai eu l'occasion de réaliser dans la vallée des Rémences, l'apport des ouvriers italiens est reconnu, à la fois par les hommes et à la fois par les femmes. Je vais commencer par les femmes, parce qu'elles nous disent ceci. Elles nous disent, vous savez, nos hommes, à nous, dans notre vallée, ils étaient un peu rustres. Les Italiens, quand ils sont venus sur les chantiers, ils les ont inspirés, ils leur ont appris à se comporter avec les femmes. Donc ça, c'est un apport excessivement intéressant qui nous est relaté par les femmes. Et puis, les hommes, quant à eux, nous disent que les connaissances professionnelles étaient dans les mains des ouvriers italiens, que eux, ils étaient les spécialistes de la construction et que les érémensards n'étaient que des manouillons. Ils étaient les manœuvres des ouvriers italiens, et les ouvriers italiens qui étaient saisonniers, ils disaient, les saisonniers n'étaient pas venus pour nous former, les saisonniers étaient venus pour travailler, pour gagner de l'argent, le ramener chez eux. Ils n'avaient pas de temps à passer pour nous enseigner les métiers. Et donc nous, érémensards, pour pouvoir devenir des professionnels, eh bien, nous avons dû voler notre métier en regardant travailler les ouvriers italiens. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, encore une troisième chose que j'aimerais ajouter, c'est l'italien bouc émissaire.
Et on le voit très très bien dans l'histoire de l'épidémie de fièvre typhoïde de Zermatt, puisqu'on sait que l'ouvrier Luigi Molle, qui était saisonnier, qui est revenu de sa province de Lecce, est tombé malade dès son retour au chantier. Et rapidement, après une quinzaine de jours, on s'est rendu compte qu'il était porteur de la maladie de la fièvre typhoïde et qu'on a retrouvé dans la Vispa, on a retrouvé des Salmonella typhi. Et donc, ce type de germe venait directement de la province de Lecce. À cette époque-là, on connaissait l'origine de ces germes. Et donc, on a dit pendant très longtemps que le responsable essentiel de cette grande épidémie de fièvre typhoïde de Zermatt de 1963 était dû à un ouvrier italien. On a laissé bien sûr sous-jacent tout le problème de l'évacuation des eaux usées, et puis bien sûr la mauvaise gestion de l'évacuation des eaux des baraquements des ouvriers, puisque la commune de Zermatt tirait l'eau potable en dessous de l'évacuation des eaux usées des baraques de chantier. Mais tout ça a été laissé sous-jacent pour pouvoir dire quand même qu'on avait besoin d'un bouc émissaire et que là, c'était véritablement l'ouvrier italien qui en était le responsable. Très brève intervention d'André ou... Très très brève, je voudrais juste rajouter qu'il s'est quand même tissé de merveilleuses histoires d'amour. Parce que nous, à Evelyn, on a quand même des couples qui sont encore toujours extrêmement amoureux, qui ont un âge largement passé et qui se sont connus pendant les chantiers. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui finalement, beaucoup de dames qui ont épousé leur italien, qui leur expliquait les bonnes tenues, les bonnes manières face à certains évolénards un peu plus rustres peut-être. Hein, c'est comme ça que vous avez dit. Mais, donc on a quand même des noms italiens dans la commune d'Evelyn comme partout d'ailleurs. Marie-France, l'histoire des barrages vue par les hommes ou vue par les femmes, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Eh bien non, si on peut commencer par vous donner ici la parole des hommes concernant les barrages. Elle a ceci d'intéressant, c'est que les hommes, quand ils parlent des barrages, parlent de cette grande réussite extraordinaire. On a Pierre Bettens, qui était ingénieur à la Grande Dixence, qui est un Vaudois, qui dit que c'était une époque où un grand nombre de barrages se construisaient avec des chantiers aux organisations très différentes, mais la Grande Dixence, c'était le must. Et puis Chapa, le poète, lui, qui nous parle aussi de la Grande Dixence et qui nous dit que c'est la pierre d'achoppement du nouveau pays, c'est le nombril du Valais, la Grande Dixence. Et enfin, Jean Follonier, enseignant à Hérémence, lui nous dit « Notre canton vit une expérience bouleversante. Tout s'est mis à bouger, à vivre. Partout, on veut rattraper le temps perdu. S'étonnant d'une si longue inertie, ce petit pays se découvre soudain une ambition de grande nation. C'est véritablement l'ouverture du pays sur la grande économie. Hein. Mais voyons le constat des femmes maintenant. Eh bien, Marie Métraillé, en 1978, une évolénarde, nous dit « Imagine, pour les gens de ma génération, quelles facultés d'adaptation nous ont été nécessaires depuis 50 ans. De la lampe à huile au néon, de l'âtre à la cuisinière électrique. » Une Mansarde, en 2009, nous dit « Avec le barrage, la richesse ne s'est plus mesurée à l'étendue des propriétés et au nombre de bêtes, mais bien aux transformations dans les maisons et à l'installation du confort moderne. » Vous avez là deux aspects très différents de ce qu'est, pour les femmes ou pour les hommes, l'arrivée des barrages, l'arrivée de l'hydroélectricité dans les vallées. Pour les hommes, si je peux commencer par eux, hein, ce sont des paysans qui sont devenus ouvriers et des paysans qui avaient appris sur le tas, des métiers sur le tas, en voyant faire leur père et leur grand-père, et qui apprennent, hein, qui deviennent des ouvriers, mais aussi au savoir complètement informel, puisqu'ils n'ont aucune formation. Ils ne sont que des manoyons, comme ils nous disent, mais des manoyons syndiqués, n'oublions pas. Et en Valais, quand on est syndiqué dans les vallées latérales, et particulièrement dans la vallée d'Hérémence, on est syndiqué au syndicat chrétien, bien sûr, et non pas au syndicat de Delberg, quand même. Là. Et puis, bien sûr, ils sont confrontés à des travaux extrêmement dangereux, mais ils sont des salariés. Pour la première fois, leur travail leur rapporte quelque chose, et à ce moment-là, c'est grâce à ces salaires qu'on va voir intervenir des transformations très importantes dans la vie qu'ils vont proposer à leur famille. Mais qu'est-ce qu'ils vont proposer d'abord immédiatement comme vie à leur famille? La première chose,
ce sont des maris et des pères qui sont éloignés de leur famille. Donc ce sont des femmes qui restent seules, hein, pendant certaines périodes, bien sûr. Ce sont aussi des citoyens qui sont séparés de la société. Ils sont éloignés des réalités sociales, du développement qui se fait à l'arrière. Et puis, c'est cette vie extrêmement difficile, cette vie de patachon qu'ils nous ont expliquée, avec ensuite, disons, sur le plus long terme, la difficulté de revenir au travail de la terre. Une fois que le barrage commence, les travaux commencent à être terminés, les hommes ne reviennent pas au travail de la terre. Il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir continuer de vivre et pouvoir continuer d'être salariés. Et c'est ce qui va provoquer l'exode rural. On va voir diminuer le nombre de la population d'Hérémence va diminuer d'environ de moitié entre le moment de la construction du barrage et l'après-barrage en 65. Hein? Et puis, surtout, à beaucoup plus long terme maintenant, sur le plan sanitaire, il ne faut pas oublier le développement de cette maladie absolument épouvantable qui s'appelait la silicose. Silicose qui s'est développée quand même en Valais depuis 1935. On a les premiers cas en 1935. Donc c'est après la construction du premier barrage de la première Dixence. Et surtout, on sait que c'est une maladie incurable et qu'elle peut se déclarer entre 6 mois et 30 ans après l'exposition des ouvriers aux poussières. Donc les hommes vont aussi payer un très lourd tribut à ces barrages et à la construction de ces barrages dans les vallées latérales. Pour ce qui concerne les femmes, eh bien, le travail des femmes, c'est un travail, disons, assez longtemps, qui a été assez longtemps méconnu dans l'histoire de la construction des grands barrages, parce que pendant très longtemps, on s'est contenté de parler, c'était déjà pas mal, de parler du travail des hommes, du travail dangereux. On a parlé de cette explosion économique magnifique, extraordinaire, tout en oubliant que si cela a été possible, c'est grâce au fait que les femmes qui étaient à l'arrière ont pris leurs responsabilités, qu'elles ont endossé des responsabilités extrêmement importantes. La première responsabilité, c'est bien sûr la responsabilité familiale. C'est elles qui ont, de façon très solitaire, éduqué les enfants, qui ont pris en charge les vieillards et surtout qui ont géré tout ce qui était le ménage, c'est-à-dire l'alimentation et le vêtement. C'est elles qui les ont pris en charge totalement, sans aucune autre aide que celle d'autres femmes de la commune. Elles ont également endossé la responsabilité du train de campagne. Jusqu'alors, les travaux entre hommes et femmes dans l'agriculture sont très peu distingués. Il y a très peu de différences, à part que les hommes font les travaux lourds. Le bûcheronnage, c'est le travail des hommes, et la construction des murs, c'est le travail des hommes. Mais tout le reste, c'est partagé entre les hommes et les femmes. Lorsque les hommes partent, eh bien, les femmes doivent endosser seules tous ces travaux de la campagne, gouverner le bétail, entièrement seules. Et puis, gouverner le bétail, ça signifie aussi faire les foins, c'est-à-dire faucher. Toutes les femmes d'Hérémence savent faucher à la faux. Ça, c'est extrêmement important à cette époque-là. Ramasser, porter, engranger. C'est des travaux lourds, c'est des travaux extrêmement prenants et qui occupent toutes les saisons, puisque il y a aussi également, bien sûr, tout ce qui est jardinage. Il faut planter dans les jardins, il faut récolter pour alimenter la famille. Bien sûr, tout ce travail-là continue de se faire par les femmes pendant que les hommes sont au barrage. À un moment donné, au moment où on commence à se rendre compte que les travaux du barrage vont s'arrêter, les autorités communales d'Hérémence vont passer des accords avec une industrie genevoise qui s'appelle Sodeco. Et avec Sodeco vont s'ouvrir un certain nombre d'emplois non qualifiés qu'on va offrir aux femmes particulièrement. Mais ces femmes, tout en continuant à garder leur train de campagne, vont travailler à l'usine, vont devenir salariées. Avec un petit pécule, elles vont se rendre compte de l'importance de ce que c'est que l'indépendance financière. Et là, à partir de ce moment-là, elles vont décider de faire ce qui a changé complètement la vie de cette vallée. Elles vont vendre le bétail.
C'est elles qui prennent la décision de vendre le bétail, pas les hommes. À partir de ce moment-là, et à partir de cette indépendance financière, elles vont utiliser leur indépendance pour exiger de leurs hommes, de leurs maris, que leurs filles puissent faire des études et qu'elles puissent, elles aussi, arriver à un moment donné où elles pourront se simplifier la vie et vivre de façon beaucoup plus agréable. Elles recherchent une certaine douceur de vivre et elles vont tenter de l'offrir, pour commencer, d'abord à leurs filles. Merci Marie-France, des réactions. Et puis je pense qu'on pourrait presque passer déjà maintenant, puisqu'on est bientôt au terme, un peu à partir de cette dernière phrase, tout ce qui change et puis comment les mentalités changent aussi. Comment les choses se passent aussi dans la tête? Je voudrais dire, d'une part, sur le niveau privé, il y a beaucoup qui change. C'est des exemples fantastiques qu'on vient d'entendre. Mais sur les images, rien ne change. Du point de vue des normes, du droit, en 1959, les Valaisans, ils disent non. Les autres cantons, Neuchâtel, Vaud, disent oui. Au vote des femmes, en Valais, non. Jusqu'en 1970. Au point de vue de tous les rites qui persistent, où les hommes se mettent comme tout l'ordre patriarcal qui est aussi dans ces rites du village, il reste inchangeable. Il reste en somme comme ça jusque dans les dernières années. C'est tous ces rites, c'est une scène qui s'ouvre, mais qui n'a plus de réalité depuis ces temps-là. Mais ça reste. Bien que l'homme soit un petit peu l'étranger dans cette société rurale, qui revient comme ça seulement de temps en temps, du point de vue du tourisme, du point de vue des imageries, c'est la même chose comme avant. Et les femmes, elles restent les femmes dans le costume. C'est seulement les dernières années, et je dis quelque chose de méchant par rapport au Valais, ça a changé complètement. La femme, le Valais, représenté par la femme en costume, a disparu plus ou moins. C'est la vache des reins qui maintenant représente le Valais. C'est partout, c'est le Cervin, on en a parlé ce matin, la vallée du Rhône disparaît. Les femmes en costume disparaissent dans plus ou moins. J'habite Zurich, je prends ça, je suis spécialiste aussi sur la photographie, ça disparaît. Mais j'ai regardé, j'ai fait un cours sur les reportages photographiques des années 50 dans les journaux suisses. J'ai toujours regardé des journaux et les illustrés. Et vraiment, cette construction du barrage, cette identité nationale, pas seulement valaisanne, nationale, avec ce symbole du progrès, c'est vraiment le plus grand barrage, c'est ça, c'est pas seulement les galeries, c'est avant tout ce barrage qui monte, et en même temps toute la tradition des ingénieurs de l'école polytechnique de Zurich qui se transforme dans une fierté nationale. C'est nous, les Suisses, à l'avant de l'art des ingénieurs mondiaux. C'est vraiment une identité. Et en même temps, c'est une continuation de l'image, de la tradition des Alpes qu'on connaît depuis le XVIIIe siècle. Depuis Haller, c'est les Alpes, c'est ce mélange, cette harmonie entre le progrès technique, le numéro 1, et les Alpes. Et nous, les Alpes, comme château d'eau, en même temps, on est le cœur de l'Europe. Ce symbole du cœur de l'Europe qu'on a jusqu'à aujourd'hui, il se cristallise dans cette dixence. On est le cœur de l'Europe et en même temps l'eau et l'exportation aussi de l'électricité. Elle part de là. Cette image du cœur des Alpes
devient encore beaucoup plus puissant. Et dans cette image, les femmes, elles restent dans le costume. Il n'y a pas d'héroïque. C'est tout l'héroïsme et les Alpes, les hommes, les ingénieurs, le progrès technique, le Valais lui-même, il reste dans cette image, une image de la tradition du 19e siècle. Troisième vision, André Fauchère. Oh, juste, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je voudrais quand même rajouter que pendant justement que les hommes gagnaient de l'argent, là je parle exclusivement du pays des Volaines parce que c'est là que j'y habite, eh bien les gens ont mis de l'argent de côté aussi et ils ont construit des chalets. Et ça c'est très très important parce qu'ils ont mis des sous de côté et quand justement ils n'ont plus travaillé les hommes au barrage, alors ils avaient une communauté quand même, un accord entre eux et ils s'aidaient mutuellement à construire leur chalet. Pas pour eux, dans le fond pour louer, parce qu'ils avaient compris que ces barrages et ces infrastructures amenaient des touristes dans la vallée et qu'il fallait les loger. Donc chaque famille, on pourrait dire ça, a pu construire sa maison grâce à l'argent que l'homme a gagné à grande distance. Maintenant, pour parler des femmes, je voudrais dire, et du pays des Volaines, il y a, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans en arrière, non, il y a 10 ans en arrière, j'ai fait un livre, Pays de Lumière. Il y avait 1670 habitants. Aujourd'hui, il y a 1700 habitants. Et cela fait probablement de nombreuses années que les gens de la commune des Volaines sont stables. Il y a peut-être des différences d'une centaine d'habitants depuis les années 1500, 1600. Donc, on voit que c'est une communauté de gens qui vivent là-haut pour plusieurs raisons et qu'ils vivent essentiellement de ce qu'on appelle la tradition orale, le patois. Et aujourd'hui, je vais vous dire, les femmes mettent le costume et elles se font faire le costume. Les jeunes femmes se payent le costume aujourd'hui parce qu'elles veulent ressembler ou garder cette identité de la montagne. Merci beaucoup. Alors, il y a donc l'identité du barrage, l'identité suisse du barrage, mais il y a aussi l'identité évolénarde du costume. Je ne sais pas si, dans l'esprit des organisateurs, ils imaginaient qu'on aboutisse à ce type de réflexion en parlant du château d'eau de l'Europe. On a encore quelques minutes pour des questions de la salle. Ou si c'était trop clair. Merci. Oui, merci. Juste une petite remarque pour continuer finalement le commentaire par rapport à la place des femmes dans ces transformations. Juste une observation que je me fais souvent dans ces colloques qui traitent d'ingénierie, c'est la faible représentation des femmes. Pour avoir aussi une femme qui travaille dans les milieux ingénieurs, c'est des milieux fortement masculinisés. Rien que hier, sur les présentations, j'ai fait le compte, sur 31 intervenants, seuls 3 étaient des femmes. Mais voilà. On a complètement renversé la vapeur aujourd'hui. Hein. Voilà, effectivement, voilà. C'est surtout sur des thèmes qui traitent des humanités où on voit plus de présence des femmes. Alors ce serait peut-être d'ailleurs une possibilité pour les organisateurs de dialogue Sciences Valais, la promotion des femmes dans les métiers de l'ingénierie et des sciences dites mais dures. Il faut aimer. Voilà. Diraient nos deux comparses. D'autres questions? Enfin, une question? Je voudrais quand même juste encore rajouter qu'à Evolaine, pour un tout petit peu rehausser le ton, à Evolaine, on dit qu'on est le centre de l'Europe et que dans le fond, toutes les personnes qui arrivent aujourd'hui, on a autant des Chinois, des Japonais, des Russes, de partout. Et on ne parle pas russe, on ne parle pas chinois, et les Évolainaires ne leur parlent pas toi. Et chose extraordinaire, ces gens-là comprennent. Alors, n'est-on pas le centre de l'Europe? Et pour terminer, Elisabeth? Je reprends tout simplement la question ou la remarque qui a été faite. Toutes les questions des femmes ingénieures, c'est un long processus des 20 dernières années. Et par rapport au grand chantier de la NEAT, sur le Lötschberg, il n'y a pas eu de femmes ingénieures. Mais sur le Gotthard, il y a eu
quelques-unes, mais pas seulement une, il y en a eu plusieurs. Et c'est une des questions qui se posent, pourquoi pas dans le Leuchberg et pourquoi dans le Tessin, avant tout. Merci Elisabeth. Je repasse le micro aux organisateurs pour nous annoncer la suite du programme et je vous propose d'applaudir chaleureusement nos 3 intervenants.